clair? D'accord. Merci. J'ai pas de bouchon. Non, j'en ai pas. Ouais. Tiens. Ouais, elle est où mais elle est où? Ouais. Le caméra upload? Il faut que ça rafraîchisse. Il faut qu'il synchronise en fait. Mais je sais pas trop. Tu l'as mis dans Dropbox, donc c'est là où il y a caméra upload, ouvre un document. Ben, moi j'ai après les fichiers, j'ai un truc qui s'appelle 311 48D01. Mais je l'ai pas. Non. Je l'ai pas. Est-ce que ça synchronise? Il faut synchroniser en fait, mais je sais pas comment ça marche. Ah, il est en cours. Et tu as mis, il y avait deux dossiers. Tu as mis quel fichier en fait? Et là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Et là, tiens, c'est pour en fait, il y a la PowerPoint plus. Demande à la classe de mettre ce qu'on a vu. C'est bon, on va débuter. Bonjour à tous. Je laisse les derniers participants s'installer.
Tout d'abord, merci à tous de votre présence. Merci aux intervenants d'être ici aujourd'hui avec nous. Cet atelier donc est autour du crowdfunding et donc de l'image. Nous allons avoir 3 plateformes qui vont se présenter. La première étant Ulule, donc Alexandre Bouchereau à ma droite, Nicolas Bailly donc de Toscoprod qui va se présenter et Michael Godman qui viendra présenter My Major Company, suivi d'un échange avec le public et entre eux déjà, peut-être qu'ils ont des choses à se dire. Peut-être dire 2 mots d'abord autour du crowdfunding. Je vais pour ça me baser sur une petite présentation qui a été faite par Ulule, notre adhérent, qui distinguait en fait 4 grandes familles de crowdfunding. La première qui était autour des plateformes de dons, donc tout ce qui concerne le mécénat, donc sans contrepartie. La seconde autour des plateformes donc, qui sont sans contrepartie financière, qui sont donc sur plutôt des retours matériels, des projets, Ulule pourra nous en parler, je pense My Major Company également. Le financement, donc avec contrepartie financière, qui là concerne plutôt l'equity-based, ça concerne les prises de participation dans les entreprises notamment. Et finalement, le lending participation, qui est autour d'un réseau de prêts collaboratifs. Voilà. Je laisse Alexandre se présenter et puis tout le monde aura le temps de poser toutes les questions à nos intervenants. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Donc merci Elisabeth pour l'invitation et pour l'intro. Donc effectivement, moi je vais vous parler de Ulule. Je vais peut-être mettre la présentation en grand. Toc, voilà. Donc qui est une plateforme de financement participatif sans contrepartie financière. Alors je dis ça juste pour rebondir sur la petite typologie de Elisabeth, c'est-à-dire que la première catégorie en fait c'est le don, le charity, c'est-à-dire il y a 0 contrepartie du tout. Nous on est sur un modèle sur lequel il y a des contreparties, donc c'est pas du don puisque la première définition d'un don c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. Donc mais ce sont des contreparties en nature qui généralement permettent au soutien d'accéder au projet de façon assez originale en recevant des cadeaux exclusifs. Donc l'objectif d'Ulule, il est très simple, ou en tout cas très simple à décrire, plus difficile à mettre en place, mais c'est de faciliter le financement de projets créatifs, innovants et solidaires. Donc je prendrai quelques exemples tout à l'heure, bien sûr, plus orientés autour de l'image. Mais sur Ulule, il y a aussi des projets humanitaires, il y a aussi des projets technologiques, il y a des projets de toutes sortes. Donc la méthode, c'est de mettre la puissance des réseaux sociaux au service des porteurs de projets. Donc globalement, c'est de connecter un porteur de projet avec ses différents réseaux, notamment via les réseaux sociaux Facebook, Twitter et autres, et bien sûr en faisant fonctionner des mécaniques de viralité autour d'un projet. Proposer un accompagnement personnalisé puisque tous les projets qu'on reçoit, il y a d'abord un travail de modération puis un travail d'accompagnement pour les aider à bien définir l'objectif et la façon de présenter ce qu'ils souhaitent obtenir. Et enfin, c'est un écosystème, puisque sur Ulule, on a aussi des utilisateurs qui s'appellent official users, qui peuvent être des marques, des médias ou des institutions, et participer aussi à différents niveaux au financement ou à la promotion de projets. Donc si c'est un média, ce sera plus évidemment des reprises médias sur un projet donné, mais ça peut être aussi Volvic par exemple qui sur une plateforme qu'on a mis en place avec la région Auvergne abondait les sommes versées par les internautes de 1 pour 1. Donc un internaute mettait 50 € sur un projet, Volvic mettait 50 €. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui de tout décrire, mais qui se créent sur un écosystème avec des utilisateurs dont certains viennent pour un projet spécifique, mais dont d'autres ont vraiment accroché avec le concept lui-même. Et donc notre recordman a financé plus de 130 projets. C'est un jeune homme qui doit avoir 30-35 ans et il adore le concept, il adore découvrir des projets, les suivre, puisque quand on participe à un projet, on reçoit aussi des news, des notifications sur chaque actualité du projet. Et voilà, donc on a quelques utilisateurs comme ça, on a beaucoup d'utilisateurs qui ont financé plus d'un projet, mais quelques-uns qui sont comme ça devenus vraiment addicts jusqu'au point d'en financer plusieurs dizaines.
Voilà le site, on va retourner dessus tout à l'heure. Mais je vais juste, donc, pour la présentation un peu générique, vous donner quelques chiffres. Donc c'est aujourd'hui 1888 projets financés avec succès, 135 000 internautes dans 156 pays, sachant que le site existe en 6 langues. Dès qu'on a lancé le site, puisqu'on a lancé le site en octobre 2010, il existait déjà en français et en anglais. Ensuite, on a ajouté l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais. S'il existait directement en bilingue, c'est parce qu'on savait que, évidemment, sur certains projets, ça faisait sens que de toucher des internautes d'un peu partout. Donc on a beaucoup d'exemples de projets, que ce soit en musique, en film ou autre, où sur un projet, on a des soutiens qui viennent de 18 ou 20 pays. Et c'est donc près de 6 millions d'euros collectés depuis le début. La moyenne des soutiens est à 50 euros. La médiane est à 25. Si je donne ces chiffres, c'est parce qu'ils sont assez importants, puisque là, on est un peu sur un format workshop, donc j'imagine que vous aurez des questions sur la façon de créer un projet. C'est assez important justement sur le type d'accompagnement que nous, on va faire avec les porteurs de projets, pour leur expliquer qu'il est important qu'ils aient globalement une contrepartie autour de 25 euros. Ensuite, ils en ont d'autres, ça commence parfois à 10, 25, 50, 500, et ça peut monter. Le plus gros soutien qu'il y a eu sur un projet aujourd'hui était à 6 000 euros. Donc ça peut monter très haut. Donc la moyenne de tout ça, ça fait 50 euros en moyenne, mais la médiane, c'est 25 euros. Et pourquoi la médiane est importante? Parce que la médiane, c'est celle qui est le plus prise, donc celle qui va globalement parler à un nombre d'utilisateurs important. Et on reçoit beaucoup de projets, donc 700 au mois de février, de plus en plus. Sur ces 700 projets, on les retient pas tous, puisqu'on reçoit parfois des choses un petit peu farfelues. Mais on en reçoit une assez grande partie, puisque nous, on ne se positionne pas comme un label ou autre, donc on ne va pas avoir de critères artistiques. On va plus essayer d'évaluer la faisabilité du projet, mais on considère que ce n'est pas notre vocation que de reproduire des schémas de validation artistique extrêmement précieux par ailleurs, mais qui sont faits chez d'autres institutionnels ou sociétés de production ou autres. Sachant quand même un point important aussi, c'est que sur Ulule peuvent participer tous les internautes, mais en tant que porteurs de projet, des particuliers, des associations ou des entreprises. Et donc on a sur Ulule, si on prend l'exemple de la musique, à la fois des artistes qui sont dans une démarche direct to fan, comme on dit, mais on a aussi des labels ou des tourneurs de concerts qui viennent pour financer une sortie d'album. Alors ça, c'est le chiffre en fait, à vrai dire, dont on est le plus content. 62% des projets présentés sur la plateforme réussissent leur financement. Et donc c'est un taux qui est plutôt appréciable. Il y a beaucoup de travail pour essayer justement que ce soit au niveau de l'architecture du site ou que ce soit au niveau du conseil qu'on peut apporter aux porteurs de projets pour rester sur un taux de financement élevé. Je ne sais pas s'il restera aussi fort sur le très long terme, mais en tout cas, c'est donc grosso modo sur les 1888 projets financés, c'est-à-dire qu'on a dû avoir à peu près 3000 projets en ligne depuis le début, et voilà. Alors sur l'image, donc la définition de l'image est assez large, semble-t-il, mais simplement tout ce qui est film, c'est la première rubrique sur Ulule. Il y a 810 films qui ont été financés. Alors les films, en l'occurrence, c'est surtout du court-métrage, du documentaire, du web documentaire et des formats assez courts. On n'a à ce jour pas eu de long-métrage. Alors si, on a eu des longs-métrages, mais plus en mode Blair Witch Project, je prends ma caméra et je vais dans la forêt, mais on n'a pas eu des longs-métrages de production classique. C'est sympa la trompette. Excusez-moi, c'est difficile de se concentrer avec la trompette. Je vais me mettre debout, je crois. Donc des longs métrages, on va en avoir certainement, mais voilà, les choses se sont faites de telle sorte que sur le court métrage notamment, quand on discute avec les gens de la FEMIS par exemple, c'est presque devenu un automatisme de faire financer un cours en sortie d'école sur Ulule. Sur l'image version élargie, donc des BD bien sûr, des jeux vidéo, des projets photos. Donc le plus gros projet à date, c'est MacRunner, qui est un projet de jeu vidéo ukrainien, donc là aussi qui a été financé, dont la page existait en 5 langues, qui a été financé par des internautes d'un peu partout, notamment des internautes allemands, et qui a collecté 110 000 euros.
Et puis, plein de nouveaux projets qui arrivent. Donc, le mieux peut-être, c'est que je repasse sur le site pour vous donner quelques exemples. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Ah, si. J'ai le temps de montrer 2-3 exemples ou pas? Oui. Alors, je vais vous montrer par exemple ceci. Donc, je vous montre cet exemple. C'est un projet d'un jeune homme qui s'appelle Alexandre Dubosc. Voilà, je retrouve son nom. Donc, lui, il a demandé 4 900 € pour faire pour mettre en place un. Excusez-moi, ça n'a pas l'air de partir. Un dispositif de gâteau animé. Donc on ne le voit pas, je ne sais pas pourquoi. Normalement c'est sur YouTube, donc ça devrait passer tout seul. Mais ce gâteau, quand il tourne, ça fait une sorte de dessin animé. Et donc pour créer ce dispositif, c'est entre l'art plastique, cinéma et autres, il avait besoin de 4 500 €. Il en a eu un peu plus. On peut à chaque fois dépasser son objectif. Donc là, il n'a pas non plus. On a certains projets qui font 500% de financement. Le record étant 2040% de financement pour un projet de bouquet pour Christiane Taubira, un jeune homme qui voulait pour la Saint-Valentin offrir un bouquet à Christiane Taubira. Il souhaitait simplement rassembler 500 €. Il s'est retrouvé avec 12 000 €. Donc il a expliqué sur sa page du coup que la différence, il allait la reverser à SOS Homophobie. Puisque pendant la période de collecte, évidemment, il se passe beaucoup de choses et il y a certaines choses qui sont figées entre guillemets, donc que le porteur de projet ne peut pas toucher, parce qu'évidemment, il ne peut pas changer le deal entre guillemets avec les internautes en cours de route. Par contre, il y a des choses qu'il peut faire, et notamment ajouter des paliers, les éditorialiser, les expliquer. Si je voulais vous montrer ce projet, mais du coup, c'est visuellement un petit peu c'est parce que ce jeune homme, en fait, il en était à son deuxième projet sur Ulule. Son premier projet était un projet d'exposition photo de design culinaire. Et sur son premier projet, donc il avait aussi très bien réussi. Il avait fait 200%, je crois. Et surtout, il avait été aussi contacté par un hôtel, un grand hôtel parisien qui est juste à côté de la maison de Radio France, pour faire une exposition chez eux. Et donc, je voulais simplement montrer cet exemple parce que un des points qui nous tient à cœur et qui est quelque chose sur lequel on souhaite en plus évoluer au niveau fonctionnel pour mieux accompagner les porteurs de projets, c'est qu'au-delà de l'aspect financement, il se passe beaucoup de choses. Donc on a des réalisateurs qui ont trouvé aussi des productions plus classiques, l'exemple de ce jeune homme qui a trouvé un lieu d'exposition, etc. Je vais vous montrer un autre exemple, simplement parce que je le trouve aussi assez emblématique de la façon dont on peut utiliser le crowdfunding un petit peu à tous les échelons. Ce jeune homme, PV Nova, qui est assez célèbre sur Internet, puis pour être un vidéaste star sur YouTube Dailymotion, a pris un petit peu la mécanique crowdfunding à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que de faire le plus gros projet possible, il souhaitait obtenir 2 500 € pour refaire un enregistrement en studio de son titre Never Enough. Et plutôt que de demander le plus d'argent possible, il a limité les contreparties sur son EP, donc sur son disque, à 250. Et du coup, il a vendu ces 250 exemplaires en 2 heures. Et je trouve que cet exemple est assez intéressant parce que autour de ça, bien sûr, c'est créé du coup toute une histoire et tout un buzz avec des gens qui auraient souhaité participer, mais c'était trop tard, voilà. Mais pour expliquer que le crowdfunding, c'est aussi beaucoup une question d'une histoire entre un projet et son public, et que ça ne se fait pas forcément systématiquement sur une sorte de course à la plus grosse collecte. C'est vrai qu'on a souvent, si vous connaissez Kickstarter, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Kickstarter, on a souvent des exemples de très grosses collectes. Donc nous, on en a quelques-unes. On a des collectes à 50, 80 000, 100 000 €. Mais parfois, ce qui se joue sur le crowdfunding peut se faire aussi sur d'autres échelles avec d'autres enjeux. Et si je prends cet exemple, c'est aussi pour
suggérer d'utiliser le crowdfunding justement en essayant de bien comprendre ce que veut faire votre public si vous avez un projet en cours et pas forcément de le faire sur un projet macro avec un financement complet sur un film, mais de le faire parfois sur une petite partie parce que à chaque fois sur chacun des projets qu'on a montré, c'est évidemment donc là 274 personnes sur celui-ci tous ces utilisateurs, ensuite, vous allez pouvoir les contacter via email et ils vont être aussi, bien sûr, vos ambassadeurs sur la suite, sur la réalisation du projet. C'est un petit peu le cas aussi sur un modèle plus classique. Et je termine avec celui-là parce que je sens que je suis trop long. Sur un modèle plus classique de souscription, puisque le crowdfunding est assez nouveau dans le sens où il permet d'articuler une fonctionnalité de financement de projet avec des réseaux sociaux, mais le principe lui-même de la souscription est très classique. Donc là, la revue dessinée, c'est une très très belle revue type 21, entièrement en bande dessinée, et les créateurs de cette revue, donc ils vont la lancer en octobre, l'ont mise en souscription avec un objectif de 500 € initialement. Ils sont déjà là à 536% avec 547 soutiens, et toutes ces personnes-là, c'est des personnes avec lesquelles ils vont pouvoir communiquer pendant la période de collecte et aussi post-période de collecte, puisque sur chaque projet, on a l'équivalent d'un fil de news ou d'un blog en quelque sorte, sur lequel ils peuvent à chaque fois publier texte, images, photos, etc. Et dès qu'ils publient quelque chose là, ça envoie automatiquement un mail à tout leur soutien. Voilà, je vais peut-être être un peu long, donc je vais passer la parole à Nicolas, mais vous me direz si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre les questions à la fin, histoire que tout le monde ait le temps de se présenter. Alors, on récupère juste la présentation de Tous Coprod, si elle est arrivée sur la Dropbox. Est-ce que tu l'as ? Enregistre juste. Est-ce que tu as besoin de tes supports pour te présenter ou dire déjà Bonjour à tous. Qui vous êtes ? Nicolas Bailly, Tous Coprod. Donc Tous Coprod est une plateforme de financement participatif qui ne prend que des projets audiovisuels. C'est le principal critère. Hein. Voilà. Je vais essayer de ne pas redire ce que nous a raconté déjà Alexandre, parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses. Et je vais essayer de vraiment d'être focus sur notre domaine d'activité qui est l'audiovisuel. Je vais essayer. Comment est-ce que je fais pour ouvrir ? C'est ça ? Ça a l'air d'être ça. Merci Alexandre. Voilà, donc Tous Coprod a été lancé en janvier 2009. L'idée fondamentale, en fait, au départ, c'est vraiment de se dire voilà, comment est-ce qu'on est capable de constituer des communautés derrière des projets, donc c'est-à-dire le futur public, avant même que le film existe. Donc on connaît tous la difficulté de monter le financement de projets, quel qu'il soit. Et on a aujourd'hui besoin, quand on produit, quand on écrit, quand on développe son projet, de ne pas se retrouver tout seul, parce qu'on sait que ce sont des développements qui sont assez longs, qui durent, et qu'il faut toujours, il faut toujours persévérer, ne pas se décourager, malgré les portes qu'on peut se prendre, et qu'au final, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de films qui ne se font pas que de films qui se font. Donc l'idée du financement participatif dans l'audiovisuel, dans le film, c'est de dire, voilà, on est capable de dire, oui, ce film, ce projet intéresse déjà du monde, donc oui, il vaut la peine d'être développé, d'être produit. Donc je vais essayer de vous donner aussi quelques chiffres. Donc bon, juste rapidement pour revenir, effectivement, le financement participatif, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Hein. Ça existe depuis très longtemps. Et je pense qu'on pourrait même remonter encore bien avant, ne serait-ce qu'avec la construction des cathédrales. Voilà, la souscription populaire, elle a toujours existé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Internet et le numérique donnent une facilité, je dirais, d'accès à chacun pour créer sa propre campagne. Donc on voit, voilà, ça a pu commencer avec la Statue de la Liberté. Alors moins connu, c'est la Marseillaise de Jean Renoir qui a été financée par la CGT. Et voilà, bien sûr, le plus connu reste aujourd'hui encore Obama avec la plus grosse campagne de financement participatif jamais réalisée. Donc
quand on crée une campagne de financement participatif, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de préparation et beaucoup de travail. Il ne faut pas imaginer qu'il suffit de mettre son projet sur un site, quel qu'il soit, que ce soit Ulule, MyMajor ou Scoprod. Ça demande du travail, une préparation, et ça se joue beaucoup sur le contenu qu'on va offrir à sa communauté. La communauté va venir souscrire, en tout cas sur Scoprod, en échange de contreparties en nature. Alors après, ces contreparties, je dirais qu'elles sont laissées à l'imagination du porteur de projet. Une fois encore, nous aussi, on est là pour les accompagner, pour les conseiller, éventuellement modérer. Voilà. Bon, ce qu'on va retrouver assez classiquement, ce sont des invitations aux avant-premières, une journée sur le tournage, la VOD, le DVD, le nom générique. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à gagner des week-ends à New York. Enfin, on a vu passer pas mal de choses. En tout cas, il y a quand même quelques points importants à respecter. Le premier d'entre eux, et je vous parlerai que de celui-là pour pas trop rentrer dans les détails, c'est la vidéo de présentation. Donc, surtout, je pense surtout Scoprod, on est là pour dire qu'on a un projet de film. Donc la vitrine, ça va être la vidéo qui va durer une minute, 2 minutes, 3 minutes. On va présenter son projet, on va dire pourquoi on est là, pourquoi on a besoin d'argent, pourquoi on a besoin d'une communauté. Et c'est en même temps sa carte de visite et un peu son CV où on dit voilà, moi je sais faire des images, la preuve, voilà. Et c'est avec ça qu'on va être capable, je dirais, d'enrôler un maximum de gens qui vont souscrire et qui vont faire gonfler la communauté. Alors je ne sais pas si on va pouvoir la voir, parce que normalement ça apparaît là. Ah si, je l'ai vu, mais... Attends. Je vais retourner sur... Dropbox. Ça doit être ça. C'est une vidéo, hein? Oui. Je te mets juste le son. Tiens, si tu peux te brancher. Tu dois avoir un câble. Pas sûr que ça marche. Non. Je pense qu'il n'y a pas de lecteur. Il n'y a pas de lecteur installé sur le PC à disposition. Très bien. Bon, bah, vous n'aurez pas la vidéo, tant pis. Désolée. Bon, c'est pas grave. C'était simplement un exemple de vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment présenter son projet de façon, je dirais, à la fois incitative, à la fois créative, à la fois ludique. Parce que ça reste, je pense, avant tout quand même quelque chose d'assez ludique pour les gens qui vont participer à ce genre d'aventure. Voilà, pour vous donner quelques chiffres. Donc, effectivement, on a récolté aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 1 530 000 € de souscriptions réunies sur Scoprod, avec une souscription moyenne par internaute de 80 €, et qui ont été répartis jusqu'à aujourd'hui sur 120 films. Voilà, donc on a des films qui viennent de toutes aux origines. On a à peu près tout format. On fait du court-métrage, du documentaire, du long-métrage. En long-métrage, effectivement, on a eu des films qui ont pu avoir quelques prix. Notamment à Cannes, on a eu 5 films sélectionnés, 2 films nominés aux Oscars, dont un documentaire pour le coup, et un Ours d'or à Berlin. Donc voilà, donc ça c'est simplement un témoignage assez représentatif qu'on a eu sur le site. C'est une jeune réalisatrice belge qui voulait faire un documentaire sur l'accouchement à domicile en France. Qui travaille sujet de société, sans entrer dans le détail, où voilà, une sage-femme a une vraie difficulté à aller accoucher à domicile parce qu'elle n'est pas assurée, donc ça peut être très compliqué pour elle. Et c'est une problématique qui touche vraiment l'ensemble des sages-femmes en France et des femmes qui veulent accoucher chez elles. Donc cette jeune réalisatrice qui était toute seule, donc un simple auteur, est allée chercher 10 000 € pour finaliser son projet, et au final elle a fini à plus de 27 000 €. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas dépassé, mais qui a dépassé son cercle de connaissances. C'est-à-dire qu'à un moment, ce projet, il a touché beaucoup de gens. Et il y a des gens qui ont vu que ce projet, en tout cas la cause qui était portée par ce projet, les touchait. Et ils avaient envie que ce projet soit vu par le plus grand nombre.
Donc pour eux, mettre 10 euros, 80 euros ou plus, c'était de prendre un porte-voix et de dire voilà, ce projet, il est important, il faudrait que le plus grand nombre de gens le voient parce que c'est un vrai problème. Et je dirais aujourd'hui, ça va plus loin parce que le fait qu'elle ait eu ce dépassement en fait qui soit intervenu, cet engouement qui soit allé sur son projet, bah, ça a attiré l'œil de producteur. Donc le fait d'être passé sur Toscoprod, ça lui a permis de trouver un producteur qui a vu qu'il se passait quelque chose autour de son projet. Et aujourd'hui, elle est même en train de trouver, à travers ce producteur, un diffuseur, une chaîne de télé qui se dit oui, effectivement, ce projet nous intéresse parce que il n'y a pas comme ça 449 personnes qui sont venues mettre 27 000 euros par hasard. Il se passe quelque chose, donc oui, ça nous intéresse. Donc là, je pense qu'on touche à quelque chose qui est très important dans le financement participatif et qu'on peut voir comme un incubateur quelque part, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui en France, le financement d'un film passe essentiellement quand même par les diffuseurs, qui sont extrêmement sollicités. Voilà, je crois qu'en moyenne, un diffuseur, une chaîne de télé reçoit 20 projets par jour pour en financer 20 par an. Donc il y a beaucoup de déchets. En même temps, c'est très difficile pour eux certainement de sélectionner et de prendre certains risques. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà du financement, le financement participatif peut apporter une visibilité à des projets et peut quelque part participer à la sélection des projets à produire demain. Tout ça pour dire qu'on peut imaginer qu'à la marge, aujourd'hui, le financement participatif permet au public un petit peu de prendre la main et de participer à la sélection des projets qui seront portés à l'écran. Ça, c'est quelque chose de très important parce que du coup, ça redistribue un petit peu les cartes et ça donne peut-être des chances à des projets qui ne sont pas dans le sérail, qui n'ont pas les bons réseaux et pourtant ont quand même certaines qualités. Et nous, on commence à s'en apercevoir parce que dans tous les films qu'on a pu accompagner, il y en a beaucoup, on le sait, qui n'auraient jamais existé sans l'apport de Toscoprod. Parce que même si, effectivement, sur un long métrage, quand on va apporter, même on a déjà apporté 100 000 euros sur un long métrage, alors 100 000 euros c'est beaucoup, mais sur un budget de 4 millions, ça ne passe pas grand-chose. Donc il est certain que même sans notre apport, le film aurait existé. En revanche, sur un documentaire, quand on va apporter 30-35 000 euros, sur un budget de 100 000 euros, là, on n'est plus du tout dans la même configuration. Souvent, sur les documentaires, on met plus que les diffuseurs. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à intégrer. Et effectivement, sur le court-métrage, c'est encore autre chose, parce que bon, là, il n'y a clairement pas d'économie. Donc le porteur de projet, souvent, c'est le seul argent qu'il va être capable de trouver pour pouvoir payer le minimum qu'il a à payer, malgré l'intervention des différents techniciens et comédiens qui va être gratuite. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer cette vidéo, elle était intéressante. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Alexandre, effectivement, sur le rôle que peuvent avoir les marques, les entreprises en participant à certains projets. Nous, voilà, on le voit de plus en plus sur des projets où des marques essayent même de monter des opérations de communication sur le fait qu'ils vont eux-mêmes aider des projets. Voilà, je pense que c'est encore le début. Il y a encore certainement beaucoup de choses à réaliser. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même un très très fort développement du financement participatif. En 2009, il y avait quelques dizaines de plateformes dans le monde. Aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas loin des 600. Il y a sûrement un tri à faire dans tout ça. Mais bon, on sent que ça pousse. Alors certes, on n'est pas aux États-Unis. Effectivement, le modèle Kickstarter a percé très fort. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une forte poussée et que c'est en train de monter très très fort actuellement en France et en Europe globalement, et qu'il y a des évolutions. On voit bien que les différents sites ont tous des positionnements globalement assez différents. On a tous une vision propre à chacun, et c'est ça qui est intéressant et qui est enrichissant, et pour nous aussi. Et je crois qu'on a encore beaucoup à apporter à l'ensemble des porteurs de projets. Merci. C'est une transition toute trouvée pour notre dernier intervenant. Bonjour, je m'appelle Michael Goldman, je suis le président et cofondateur de My Major Company. Alors je me demande si je peux pas... Tu dois pouvoir aller sur le site. Attends, voilà. Je te trouve ça, c'est sur... Ça doit être ça qui bloque. Non, c'est bon. Nouvelle interface. On est très laid sur Internet Explorer. Bon.
Pas mal. Bon, c'est bien de passer en troisième parce que comme ça, j'ai pas à répéter tout ce qui a été dit parce que globalement, c'est vrai que le financement participatif dans l'ensemble, on fait un peu tous la même chose. Les principes généraux sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est des projets qui proposent aux internautes de les soutenir financièrement et les projets. Un projet, c'est quoi? C'est une page qui décrit le projet avec une jauge. La jauge, c'est ce que vous avez vu sur tous les sites. Hein. C'est ça, là, le petit truc vert. Et avec ici une timeline qui est en gros l'échéance à partir de laquelle le projet est terminé. Et donc il faut que le projet remplisse sa jauge avant cette échéance-là. C'est le principe général du financement participatif. Voilà, nous on fait en gros ce que font les autres, c'est-à-dire alors on est plus proche du LUL sur le côté généraliste. Tous Coprod ils sont vraiment spécialisés. Nous on est une plateforme de crowdfunding généraliste avec cette particularité-là, qui est une particularité qui existe depuis nos tout débuts, c'est qu'on propose sur certains projets un retour financier. Donc on propose aux internautes un retour financier sur la réussite commerciale du projet. Alors on ne le propose pas sur tous les projets parce que comme Ulule, on est une plateforme ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui viennent de l'UGC. Et ces projets-là, évidemment, c'est des porteurs de projets qui sont directement confrontés à la communauté des internautes. Et on ne peut pas organiser le retour financier sur ces projets-là, mais sur des projets qu'on sélectionne nous et qui sont portés essentiellement par des professionnels, on est capable de le faire. Alors à chaque fois, c'est des modèles qui sont spécifiques. On a eu pendant une période une offre standard qui était la même pour tous les artistes, parce qu'à la base, on reviendra sur l'histoire de My Major Company, on était un label participatif, comme Tous Coprod dans la vidéo, nous on était spécialisé dans la musique. Aujourd'hui, chaque projet a sa propre jauge, ses propres rémunérations proposées aux internautes, sa propre timeline et ses propres objectifs. Donc pour revenir sur l'histoire de My Major Company, en gros on est un petit peu les vieux, les anciens quoi, du crowdfunding. On s'est monté en 2007, mais c'est un peu comme toujours, la musique sur internet précède les autres domaines. Donc nous on s'est monté en 2007 en tant que label participatif. On est à l'origine des producteurs de disques indépendants qui étions confrontés à la crise du disque et donc au gros problème de financement de la création et des jeunes artistes. Et donc l'idée du label participatif c'était ça, c'était de dire on vous propose 14 artistes, je crois que c'était 14 au tout début. Ils ont des jauges de 70 000 euros. Il faut atteindre 70 000 euros pour lancer la production de l'artiste et les internautes gagneront de l'argent sur les ventes de l'artiste. Voilà, c'était vraiment très très neuf à l'époque le crowdfunding. Donc on est en décembre 2007 et nous on arrivait avec beaucoup d'inconnus là-dedans. Notre objectif, ce qui avait écrit dans le business plan pour draguer les investisseurs, c'était qu'on allait réussir à produire 4 artistes par an. Et en fait, la première année, on les a tous produits. Enfin, parce que vraiment l'offre crowdfunding, et c'est, je pense, ce qui nous réunit aujourd'hui, ça marche très bien. Et pour nous, c'était une surprise, enfin, une bonne surprise. Voilà, les gens aiment soutenir des projets. Ça, mes amis l'ont constaté. Et cette offre-là fonctionne très bien. Et donc, on s'est retrouvé très rapidement avec beaucoup d'artistes. Et même, en fait, un problème de base, c'était que sur le site, il y avait plus d'artistes à produire, donc le site n'avait plus d'activité. C'est ce jour-là qu'on a décidé d'ouvrir la plateforme à tous les projets. Et puis, avec le temps, on s'est diversifié. On a ouvert My Major Company Books, My Major Company BD. Alors, dans la musique, en plus, c'est vrai que le système a été très rapidement boosté par le succès du premier artiste. Parce que le premier artiste qui a atteint 70 000 euros s'appelle Grégoire. Et qu'en 2009, c'est le plus gros vendeur de disques en France. Donc, les internautes ont gagné beaucoup d'argent. Après, dans ce sillage-là, il y a énormément d'artistes qui ont été produits et qui ont vendu beaucoup moins de disques, sur lesquels les internautes ont gagné beaucoup moins d'argent, et d'autres artistes aussi qui ont marché, comme Joy Jonathan qui a très bien marché, Irma qui a très bien marché, Mani qui marche très bien et qui est 5e du top au Japon en ce moment, c'est des bonnes surprises pour nous. Voilà, et pas mal de succès. Sur la BD et sur le livre, globalement le constat c'est que la partie crowdfunding cartonne encore, c'est-à-dire qu'à chaque fois les projets qu'on propose au financement marchent, c'est-à-dire ils sont financés à 80%. Et voilà, et en mai 2012, on ouvre la plateforme, on merge toutes les plateformes, c'est-à-dire My Major Company Books, My Major Company BD et My Major Company deviennent une seule musique, deviennent une seule plateforme, et on ouvre le système à tous les types de projets. Voilà, aujourd'hui, la vraie question qui se pose, je pense, pour le crowdfunding, c'est de savoir comment faire en sorte que ce système-là soit plus qu'un gadget dans l'économie réelle et permette vraiment de financer des projets sur des vrais montants. Et nous, notre conviction, qui est une conviction un peu, c'est vrai, isolée, parce que notre modèle est un modèle isolé depuis le début,
mais qui fonctionne, c'est que la question du retour financier est la clé de ce qui permet de toucher ce qu'on appelle nous, ce que mes amis connaissent aussi, le 3e et le 4e cercle. C'est-à-dire que au-delà de mes amis, ma famille et les amis de mes amis, être capable de toucher des stricts inconnus, et majoritairement ces gens-là qui viennent sur la plateforme pour soutenir des projets et qui financent ces projets-là. Donc le modèle général du retour financier dans le monde, c'est le don contre equity. C'est-à-dire on devient actionnaire d'une boîte, ce qui a ses forces, qui s'adresse à un certain public, mais ce qui a aussi ses faiblesses. En tout cas, ce qui à notre sens ne permet pas de toucher ce qu'on appelle la ménagère et de lui faire sortir son argent de son livret A pour financer des projets innovants. Et nous, cette offre-là du retour financier, qui n'est pas du don contre equity, qui a l'avantage d'offrir quelque chose de parfaitement liquide, c'est-à-dire que les revenus sont fixés, sont clairs, ils sont sur une commercialisation qui est annoncée, qui a une date. Voilà, alors que l'equity, moi quand je parle à ma mère d'equity, elle comprend pas de quoi je parle, quoi. Donc être actionnaire d'une boîte, c'est très compliqué pour eux. En tout cas, voilà, ce qu'on fait, ça permet sur beaucoup de projets de toucher ce 3e et ce 4e cercle, c'est-à-dire vraiment les inconnus qui viennent sur My Major Company et qui financent sur des très très gros montants des projets dont ils n'avaient jamais entendu parler jusque-là, et très rapidement. Voilà en gros ce qu'on fait. Pour donner quelques chiffres, on existe depuis décembre 2007. On a levé, je dirais, un peu plus de 13 millions d'euros sur le site. Voilà, Grégoire, Irma, Joyce, des gros succès aussi en don contre don. On a un projet qui s'appelle Tales of the Lane, qui est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet de e-sport et que moi je suis fan de e-sport, donc c'est du sport électronique. Donc voilà, c'est typiquement le genre de truc qui marche sur le don contre don. C'est une communauté qui est déjà existante, qui est sur Internet et qui n'a pas dans le monde réel des opportunités d'exister, de se réunir vraiment, et qui ont besoin de financement pour ça. Et ils se disent bon, on va se mutualiser ensemble, on va créer cet événement. Et ils ont levé 105 000 euros en un mois pour créer un événement au Casino de Paris de sport électronique. Et donc pareil, ma mère ne sait pas de quoi ça parle. Et ça a super bien marché. Et là, on a sur le retour financier, on a quelques gros succès. En tout cas, du point de vue du crowdfunding, ça va être commercialisé bientôt, notamment ce film-là qui s'appelle Le Piégé, qui est un film avec Pascal Elbé qui a levé 35 000 euros en une semaine, je crois. Voilà, on a une artiste qui s'appelle Judith qui a levé un peu plus de 70 000 euros en 10 jours, je crois, même pas. Voilà, en gros, voilà ce qu'on fait. Je fais court je sais pas si c'était court d'ailleurs. Non, mais c'est très bien. Avant de donner la parole à la salle, moi j'avais peut-être une question. Dans vos interventions, vous avez souvent parlé de tout premier projet, d'amorçage, d'incubateur. Est-ce que vous êtes aussi amené à accompagner des projets de porteurs qui finalement n'ont pas réussi dans l'économie traditionnelle à faire financer leurs différents projets et donc font appel à leur communauté respective pour la réalisation de cela? Voilà. Je dirais oui, tous les jours. J'expliquais tout à l'heure qu'effectivement, il y a beaucoup plus de films qui ne se font pas que de films qui ne se font dans le système de financement traditionnel. Donc bien sûr qu'il y a des gens qui vont essayer d'aller voir le CNC, qui vont essayer d'aller voir un distributeur, d'aller voir un diffuseur pour se faire financer, et qu'au final, il y a quand même un goulot d'étranglement très très serré, et que voilà, il y a des gens qui croient tellement à leur projet que c'est pas parce qu'ils ont des refus qu'ils vont abandonner et ils vont continuer goutte que goutte. Et je veux dire, des films, mais bien avant le financement participatif, il y a des gens qui faisaient des films à l'arrache complètement. Donc aujourd'hui, c'est simplement une possibilité supplémentaire qu'ils ont pour avoir un peu plus d'argent. Mais au-delà de l'argent, encore une fois, c'est surtout avoir une communauté qui est derrière eux, parce que quand on porte un film, en plus on n'est pas soutenu, je dirais, par l'industrie ou par le milieu audiovisuel, il faut vraiment y croire, et qu'il y a des moments de solitude, et quand ils savent qu'ils ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui croient en eux, et ils le prouvent en mettant de l'argent sur leur projet, sur leur idée, il n'y a rien d'autre à ce moment-là, je pense qu'au-delà de l'argent, c'est un élément qui les engage vraiment, qui leur donne une motivation, une énergie, et ça je pense que c'est très très important. Et le fait de pouvoir communiquer, leur donner cette visibilité, en plus, nous on a déjà eu des cas où effectivement des gens avaient vu des distributeurs, et ils avaient fait la tournée des distributeurs de la place, personne ne les avait acceptés. On sait très bien que quand on va voir un distributeur, on n'a qu'une cartouche, on ne peut pas y retourner. Il y a des projets, les distributeurs les ont rappelés, parce qu'à un moment ils ont vu que quand il y a plus de 1000 personnes qui viennent sur un projet, ça les intéresse, évidemment. Mais en fait, je pense qu'il faut
sur Ulule, donc il y a beaucoup de films qui sont financés et beaucoup de films ont par ailleurs des financements du CNC, du Conseil régional ou quoi. Donc tout ça peut très bien s'articuler, c'est pas exclusif. Je pense qu'on fait pas exactement la même chose que My Major ou que Tout-Ce que Prod en l'occurrence. C'est-à-dire que My Major est sur différents modèles, donc c'est encore différent, mais c'est très très important dans l'intention initiale de voir quelle est l'intention pour les utilisateurs. Or, le fait de ne pas avoir du tout de retour financier, c'est pas juste un gadget ou quoi, c'est fondamental. Parce qu'on considère que globalement, si j'ai envie de soutenir un groupe, si j'ai envie de le faire venir, là on a eu un groupe qui est venu d'Australie pour un concert au Bouffe du Nord, si j'ai envie de soutenir un groupe, j'ai envie de participer au concert ou j'ai envie de recevoir le disque, j'ai pas principalement envie de recevoir des contreparties financières. Je précise ça parce que c'est je pense un vrai point de différenciation. Ensuite, les sites ont évolué, je crois même Tout-Ce que Prod au départ était plus peut-être sur un modèle de revenus financiers, non, au départ? Accessoirement, d'accord. En tout cas, voilà, nous, on a vraiment très à cœur de ne pas être sur cette dynamique-là. C'est une dynamique qui a du sens dans certains cas, mais en tout cas de ne pas mélanger trop les cartes parce qu'on se rend compte que la réalité justement, c'est-à-dire je ne pense pas que le crowdfunding soit un business, je pense que le crowdfunding est déjà une réalité très très forte. On a des progressions très très fortes de nos indicateurs, on est à plus de 20% de projets d'internautes, etc. par mois. Ça peut être utilisé par des petites boîtes ou par des petites boîtes de prod ou par des réalisateurs qui n'ont pas d'autres sources de financement, par certains qui ont effectivement déjà un compte au CNC ou autre. C'est pas exclusif et on a toujours fait très attention à ne pas présenter Ulule comme un service de substitution. Ça peut être une alternative, ça peut être un complément, mais ça peut pas une substitution. Et là, c'est un petit point un peu différent par rapport à un My Major, par exemple, qui, au départ, en tout cas, grosso modo, se présentait comme une plateforme de substitution au label. Grosso modo, c'est les labels, c'est mort. Maintenant, vous allez participer à la production avec la notion de production. Moi, j'ai toujours été extrêmement sceptique sur l'idée qu'on puisse être producteur de quoi que ce soit à 50 €. Je pense que c'est en fait quelque chose qui est faux, qui correspond pas à la réalité du métier. Alors après, il y a des mécanismes différents qui peuvent se faire et qui font sens, hein. Mais simplement sur ce qui est vendu entre guillemets comme rêve aux internautes, je crois que c'est vraiment fondamentalement différent. On n'est pas en train de dire vous allez peut-être gagner de l'argent. Globalement, dans la culture, il y a très peu d'argent à gagner. Je pense que les gens le savent, ou en tout cas les gens qui connaissent le secteur le savent. Par contre, il y a d'autres formes d'interaction à imaginer, et pour le coup, elles fonctionnent très très bien. Et le site qui marche le mieux au niveau mondial, qui est Kickstarter, n'a jamais parlé justement par rapport à la Job Act ou par rapport à la loi donc aux États-Unis qui est en train d'être passée sur la capacité à faire de l'equity en crowdfunding. C'est à peu près les seuls à ne s'être jamais prononcés là-dessus, parce que il fonctionne très très bien avec un rapport encore une fois qui est différent. Voilà. C'était quoi votre question? C'était plus donc dans le cas là de Major. Est-ce qu'il y a des artistes confirmés qui finalement vont venir vous voir pour faire financer leur projet parce qu'ils n'ont pas eu les échos auprès des labels, de leurs labels précédents, d'autres labels qu'ils ont pu solliciter? Est-ce que voilà, il y a aussi des sur la démarches musique, oui, ça arrive assez souvent. Mais enfin bon, c'est pas que sur encore aujourd'hui aussi, on fait plein de choses, mais par exemple lui là, c'est un comique. Bon, il est en bas là. C'est un comique qui passe sur le Honda Art Show, et lui aujourd'hui, il allait voir 2-3 producteurs il y a 2 ans. Et les producteurs ont dit non machin. Là, il est en train de passer chez Ruquier, hein, et ça marche super bien. Et il dit moi je m'en fous. Maintenant, je veux le faire en indé. Je veux pas. Voilà, ils m'ont dit non. J'y retourne pas quoi. Donc il y a des cas comme ça. Après effectivement, on est une voie alternative quoi, ce qui permet en tout cas d'avoir une autonomie, une indépendance. Voilà. Donc il y a aussi des artistes qui disent moi je veux pas faire de concessions, type lui par exemple, typiquement Kairon là, qu'on a mis en ligne hier je crois, qui a déjà levé 2600 €. C'est un comique à la base qui vient du rap et qui dit mais moi je veux faire un album de rap, et je sais très bien que si je vais voir demain des maisons de disques ou des machins, ils vont me dire ouais mais c'est pas ça qu'il faut faire, des machins. Il dit moi j'ai déjà une communauté, j'ai pas de voilà, j'ai rien à prouver à ces gens-là, et si la communauté me suit, je veux faire mon truc tout seul. Donc voilà, il le fait tout seul. Après la question du retour financier,
C'est-à-dire que moi, c'est toujours la réponse que je donne. Je pense que vraiment, ce qui motive, nous, on conçoit le retour financier vraiment comme une contrepartie. C'est-à-dire que le principe du financement participatif, c'est je mets 50 euros, j'ai mon nom sur la pochette, je mets 100 euros. Ça, c'est vraiment pareil pour nous tous. Hein. Je mets 100 euros, j'ai le CD chez moi signé. Je mets 200 euros, je viens voir l'artiste en studio. Bon, la question est de savoir si Grégoire avait été financé par ce biais-là et qu'il avait vendu 900 000 albums et que Saint-Internaute avait gagné 0 euros, est-ce que ça aurait été vraiment mieux et vraiment plus vertueux? Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense que le retour financier, je le conçois comme juste une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire si ça marche. Alors évidemment, ça marche pas sur tous les trucs. Hein. Si c'est lui, par exemple, il veut acheter des ruches, donc il n'y a pas de commercialisation de ces ruches après. Donc là, on est vraiment sur le don contre don et le cadeau. Là, en dessous, on est sur, d'ailleurs, on est sur une autre offre hein, qui est avec de la déduction fiscale, où on fait des choses avec le centre des musées nationaux. Là, les gens financent la restauration de la cité de Carcassonne ou du Panthéon. Bon, tout ça, effectivement, ça n'a pas de sens de donner des retours financiers là-dessus. Mais sur les projets qui ont une vocation commerciale, c'est-à-dire effectivement, je permets à ce type-là de faire sa première collection de t-shirts qu'il va commercialiser, je permets à ce type-là de faire son premier film qui va être dans les cinémas. Pour nous, c'est presque du bon sens de pouvoir dire... Évidemment, ça s'organise et c'est compliqué, et puis il faut faire gaffe au message qu'on fait passer. Mais pour nous, c'est du bon sens de dire si ce truc-là cartonne, c'est quand même grâce à vous, il faut que vous ayez quelque chose en échange, quoi. Ouais, en tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit. Ce qui est vrai, c'est que nous, on a évolué dans le temps aussi. Hein. Au début, c'est vrai que le succès de Grégoire et globalement le succès de nos artistes a fait un espèce d'appel d'air qui fait que les internautes ont beaucoup projeté sur nous et sur ce système-là en se disant c'est la poule aux œufs d'or, je vais miser sur n'importe quel artiste et je vais devenir riche. Et évidemment, c'est pas le cas. Il y en a qui ont gagné de l'argent avec ça. D'abord, on ne devient pas riche avec ça. Il y en a qui ont gagné de l'argent avec ça. Il y en a qui en ont perdu. Et voilà. Mais nous, on le conçoit comme une cerise sur le gâteau et qui est vraiment une vraie plus-value. Et encore une fois, ce qu'on pense, ça ne s'adresse pas du tout à tous les projets. Ça s'adresse aux projets qui ont une vocation commerciale. Et voilà, dans un espace-temps assez clair et qui est évidemment, parce que nous, on a le devoir de faire en sorte que ce soit porté par des gens sérieux, donc professionnels, donc que se commercialiser vraiment, que ces choses-là soient bien faites. Et après, si ça marche, moi je trouve ça normal que les gens puissent gagner de l'argent dessus. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Monsieur, je vais vous amener le micro. Bonjour. Alors, si j'ai la permission, j'ai 2 questions. La première, c'est actuellement, on voit Michel Larocque, qui, alors je ne sais pas qui est porteur du projet. Voilà, Tousco-Prod. Et moi, je vais vous donner mon ressenti personnel. Autant je trouve que le principe est super pour des gens qui ont peu de visibilité, peu de relations. Mais là, franchement, j'ai été surpris de voir Michel Larocque qui présente un long métrage qui a quand même une certaine tenue. Et puis, entre autres, une vidéo avec, je crois que c'est Louvain derrière. Donc, quand on connaît un petit peu le profil de ces personnes-là, je trouve que la démarche me surprend. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'il y ait des projets comme ça? Alors, la deuxième question, c'est que moi, je suis président d'une association et on organise un festival qui est en autofinancement, donc avec un vrai risque financier. Jusqu'à présent, on a toujours fonctionné parce qu'on a eu la météo qui était plus que clémente avec nous. Mais là, je me dis, est-ce que par exemple, un festival comme ça, culturel, qui a comme pour particularité d'offrir au public tout gratuitement, c'est un peu notre démarche, est-ce que ça peut faire l'objet d'un appel sur le crowdfunding, par exemple? Ça, c'est la deuxième question. Voilà. Alors, je vais commencer par la première. La réponse est très simple. On ne sélectionne pas les projets. Tout le monde peut déposer un projet. On ne fait pas de sélection puisque le principe, on fait de la modération pour éviter évidemment qu'il y ait n'importe quoi, mais le principe du crowdfunding, c'est que ce sont les souscripteurs, à travers les souscriptions, qui vont valider et sélectionner les projets. Donc nous, on n'est justement pas là pour les sélectionner. Donc on ne refuse pas quelqu'un qui va faire comme un court-métrage parce que sa tête ne revient pas, de la même façon qu'on ne va pas refuser Michel Larocque parce que c'est Michel Larocque. C'est pas notre propos. Nous, on leur fournit les moyens de faire une campagne de financement participative. Michel Larocque a voulu faire une campagne de financement participative parce qu'elle trouve ça, elle adore l'idée de faire un film comme ça. On n'a aucune raison de le refuser. Donc voilà, on n'est pas là pour sélectionner des projets. On n'est pas un distributeur, on n'est pas un producteur, on n'est pas un diffuseur.
Donc nous, les projets, on les sélectionne pas. C'est la communauté qui les sélectionne. Et donc effectivement, elle va chercher 400 000 euros. Et si elle a passé 400 000 euros au 30 juin, c'est que la communauté n'aura pas souhaité qu'elle fasse son film. Donc elle aura 0. Parce que le principe, c'est que chaque projet détermine un montant minimum à aller chercher avec une date limite. Donc si vous allez chercher 10 000 euros en 3 mois, au bout des 3 mois, si vous n'avez pas vos 10 000 euros, vous n'avez rien du tout parce qu'on rembourse intégralement les internautes et on retire le projet. Donc voilà, c'est la seule réponse que je peux vous apporter. Je vais peut-être amener un petit élément de complément. Il y a eu un peu un débat similaire par rapport à un projet que Björk voulait faire financer, donc autour de la musique, donc chez Kickstarter aux États-Unis. Elle n'a pas atteint son seuil de financement et donc du coup le projet ne s'est pas fait. Il y a eu effectivement un certain nombre de critiques à son égard en disant c'est quelqu'un qui théoriquement gagne assez bien sa vie pour pouvoir financer ses propres projets. Pour autant, voilà, la démarche est que toute personne, tout porteur de projet peut bénéficier de ces solutions. Après, en fonction de l'écho qu'il reçoit, soit le projet va se faire ou non. Oui, enfin après, on sait que c'est pas un artiste qui va. Les artistes se produisent pas, donc ils sont pas là pour financer leur projet. Donc là, elle est, voilà, c'est une chanteuse, une comédienne, elle n'est pas là pour payer son album. Voilà, elle est là pour faire son boulot. Elle choisit. Bon, voilà, il y a des artistes qui veulent choisir ces nouveaux moyens et ces moyens innovants de financer leur projet. Je trouve ça plutôt intéressant, et je trouve ça plutôt intéressant d'ailleurs pour tous les autres. Parce que quand Michel Larocque utilise Touscoprod, ça donne beaucoup de visibilité à Touscoprod et globalement même au financement participatif. Je confirme. Et voilà, je pense que tu peux confirmer avec Ah Grégoire. non, mais moi je suis très content qu'il ait fait ça. Et que du coup, il y a des retombées pour tous les autres projets. Donc moi, j'applaudis des deux mains parce que effectivement, la visibilité et la notoriété qu'elle va apporter au financement participatif, ça rejaillit sur tous les autres projets qu'on a. Et nous, on le mesure. Depuis qu'on a Michel Larocque sur le Touscoprod, on voit une accélération des souscriptions sur l'ensemble des projets. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, et la deuxième question, nous, alors on ne finance pas directement d'associations, puisque nous, il faut que le projet soit audiovisuel. En revanche, on fait régulièrement des partenariats avec des tas de festivals. Là, on est en ce moment en train de faire un appel d'offres avec le Festival d'Annecy. On va faire aussi un partenariat avec le Festival de Cannes, avec Clermont-Ferrand. Donc, on vous reçoit avec grand plaisir pour discuter d'un éventuel partenariat. Alors là, il faudra voir avec mes amis. Peut-être juste pour rebondir sur la première question, je pense que quelque part, c'est les exemples de Björk ou de Michel Larocque. Enfin, Michel Larocque, c'est en cours, donc ça marche plutôt bien. Mais le fait que des stars utilisent le crowdfunding, on n'y est pas encore habitué parce que encore une fois, le crowdfunding c'est tout récent. Mais je pense que il va falloir s'y habituer et ça sera de plus en plus le cas, mais pas forcément sur des éléments uniquement financiers. L'exemple que je prenais tout à l'heure avec PV Nova, ce jeune homme qui a prévendu simplement 250 albums et qui, à mon avis, c'est toujours une question d'histoire racontée entre l'artiste et son public, plus que de court-circuiter complètement les circuits traditionnels. Nous, dans un autre domaine, on vient de faire une opération avec l'Olympique de Marseille, mais l'Olympique de Marseille est un club qui a un petit peu d'argent quand même. Mais là, l'histoire qui était proposée aux internautes, c'était pas collectons un maximum d'argent. C'était faisons participer les TPE et les PME à la vie du club, et c'était sur des sommes assez raisonnables puisque c'était des soutiens entre 90 € et 5 000 €, je crois. Et donc on était là en l'occurrence sur une mécanique où l'objectif n'était pas présenté en budget mais en nombre de TPE PME. C'est-à-dire qu'on a deux mécaniques sur Ulule. Soit on peut dire j'ai besoin de 15 000 €, soit on peut dire j'ai besoin de vendre en souscription 500 livres ou 1000 livres, etc. Et donc là, sur cet exemple-là avec l'OM, ce qui aurait pu être mal perçu par les fans de l'OM s'ils avaient simplement demandé de l'argent pour, grosso modo, remplacer ce qu'ils font habituellement avec leurs sponsors Intersport, etc., a été très très bien compris parce qu'il s'agissait de faire participer les TPE et les PME à un nouveau dispositif qui leur était dédié. Voilà. Donc ça c'est sur et sur le festival pour le coup, je pourrais vous laisser ma carte si vous voulez. Donc nous bien sûr c'est ce qu'on fait très régulièrement. Après il y a une question effectivement un peu spécifique sur les projets de festival ou les projets de jeux par exemple, de jeux vidéo qui sont gratuits. Comment financer un projet qui a vocation à être gratuit? Mais généralement il faut aussi avoir un peu de créativité, notamment dans les contreparties, dans ce qu'on appelle les rewards, et il y a toujours des choses à faire. Donc si vous arrivez à faire adhérer, il y a forcément une question très forte d'adhésion, adhérer à un public à un angle de votre projet sur lequel les gens seront prêts à verser de l'argent parce que ils auront accès à un concert supplémentaire ou ils auront la fiche du spectacle ou que sais-je, c'est tout à fait possible d'imaginer de faire une campagne sur Ulule. Il nous reste une dizaine de minutes. On peut encore prendre quelques questions.
Oula. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre toutes les questions et si vous avez assez de mémoire, d'y répondre. Vous êtes prêts? On en fait une chacun. Vous en faites une chacun? On peut faire ça. Madame, je viens jusqu'au bout de la scène. Allez-y. Bon, on vous alors, écoute. bonjour. Moi, je voulais savoir si on peut porter le même projet, mais sur différents financements, en fait. Non, c'est une société à la fois. Comment ça se passe? Je ne sais pas comment c'est d'ailleurs chez vous, mais nous en fait on le refuse pour une raison très simple, encore une fois de transparence. Il faut bien voir que le crowdfunding ça repose sur la confiance et sur la transparence. Je comprends ce que veut faire le porteur de projet, je comprends ce qu'il veut faire de son budget, etc. Et donc pour un même projet, s'il est sur deux plateformes, sur les sollicitations qu'il va faire sur ces différents cercles, d'abord son premier cercle de proches, puis un second cercle, etc. Si les sollicitations vont sur deux plateformes différentes, ça va créer une confusion. Donc c'est pour cette raison qu'on le refuse. On l'a accepté de façon très très ponctuelle quand on avait des projets qui étaient sur des plateformes aux États-Unis et de façon encore très transparente. Donc là, je pense à des projets sur Kickstarter. Dans l'introduction du projet Kickstarter, il y avait un lien qui disait pour les soutiens européens, rendez-vous sur Ulule, et pareil chez nous. Mais sinon, on le fait pas. Oui, disons que alors nous on n'est pas c'est pas oui ou non, ça dépend du projet. C'est-à-dire s'il s'agit de faire financer exactement la même chose en proposant exactement la même chose sur les deux plateformes, ça c'est non. S'il s'agit de faire financer un side project d'un événement, pour revenir sur votre événement de tout à l'heure, s'il s'agit de dire moi j'ai tel artiste qui coûte un peu cher, j'aimerais le faire venir, est-ce que ça vous et j'ai besoin de 5 000 € pour ça, et si vous y croyez, et c'est grâce à vous je vais pouvoir le financer, et vous viendrez, vous serez invité. Et à côté, j'ai un autre side project qui est de voilà. Ça, oui, on pouvait faire financer deux side projects. Voilà. Nous, je pense qu'on se rejoint sur quelque chose. Il faut que le projet, s'il est financé, existe et que les contreparties qui étaient promises soient livrées. Voilà. J'ai une question qui touche à un domaine un peu annexe. C'est celui du crowdfunding bancaire. Est-ce que vous y croyez? On entend parler un petit peu aux États-Unis de cette tendance au microcrédit en fait, et donc la fin du privilège finalement des banques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez? Qui veut se ramasser là-dessus? On aurait dû avoir Smart Angel. Je m'excuse pour eux. Malheureusement, le fondateur se sentait mal et n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, si nécessaire, je prendrai votre carte et je renverrai vers lui. Maintenant, non, mais on repart, monsieur, on repart du principe du retour financier. Maintenant, pour prêcher par ma paroisse, on parle de films, donc de culture. Autant que, effectivement, aux États-Unis, ça marche très bien parce qu'on a du prêt peer-to-peer et je vais pouvoir prêter de l'argent à un type qui veut acheter une voiture. Et je vais regarder que, effectivement, ça fait 10 ans qu'il est en CDI dans la même société, qu'il n'est pas divorcé, etc. Donc, je vais avoir une rétribution. C'est un investissement. On parle d'investissement pur. Effectivement, il y a des gens qui préfèrent mettre leur argent là-dessus plutôt qu'en bourse. Bon, pourquoi pas, c'est très bien. Mais en tout cas, nous, chez Toscoprol, c'est pas du tout notre propos, puisqu'on parle de produits culturels, on parle de gens qui ont besoin d'aide. Donc on est vraiment sur du crowdfunding. Le crowdfunding, je pense qu'avant tout, c'est aider quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Je pense que c'est déjà la première satisfaction pour le souscripteur. Donc voilà. Après, effectivement, on peut se poser la question sur des projets un peu atypiques où, effectivement, demain, les grosses sociétés de production qui financièrement n'ont pas besoin du crowdfunding, mais qui quand même regardent le crowdfunding parce que s'aperçoivent que le fait d'avoir une communauté derrière un projet, c'est loin d'être inintéressant d'un point de vue marketing quand je voudrais sortir mon film en salle. Donc peut-être qu'il y a des modèles qui vont émerger, mais voilà, ça sera un peu en nombre de films, je pense, à la marge. Voilà, je pense que le crowdfunding, c'est pas ça. Le crowdfunding, c'est vraiment la solidarité, aider quelqu'un qui en a besoin, créer des communautés, pousser des projets et leur permettre d'émerger. Ouais, je crois que le crowdfunding bancaire, ça reste quand même aider des gens qui en ont besoin. Je crois que c'est même le principe. Hein. Le sujet de savoir, en fait, oui, non, c'est un truc qui est vraiment dans la culture américaine pour le coup. Alors, il n'y a pas à savoir est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas. Ça marche. Hein. Après, la question est de savoir est-ce que ça peut marcher en France. Encore une fois, aux États-Unis, le principe, je trouve que ça s'adresse à la même population que ceux qui font du don contre equity, c'est-à-dire rentrer dans le capital d'une boîte, c'est-à-dire ça reste quand même des choses qui touchent des gens, disons, avertis, donc qui sont intéressés par la question financière. Voilà, c'est des gens qui sont en train de regarder leur taux d'intérêt et qui disent oui, si j'investis là-dessus, je vais gagner. Et puis des gens qui ont beaucoup d'argent, quoi, parce que entre 6% ou 2% d'intérêt sur 5 000 €, on peut pas dire que l'enjeu soit considérable, quoi. Donc voilà, ça s'adresse quand même à une population. Moi, je pense qu'en France, la portée de ce truc-là est quand même assez limitée.
Et puis globalement, je pense que, bon après, pareil, je vais prêcher pour ma paroisse, je crois que la question du retour financier, en tout cas nous on a prouvé qu'en France ça marchait, et on pense que c'est sur notre modèle à nous que ça peut fonctionner, et je pense que l'equity ou le prêt bancaire, ça reste quand même des choses pour personnes très 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 averties, quoi. Oui, bonjour, deux questions rapides. La première, c'est quel est le modèle économique de vos plateformes? C'est-à-dire, vous, comment vous vivez avec ce principe? Et la deuxième question, c'est quel est le suivi, en fait, des rewards, enfin, des contreparties de ceux qui ont investi dans un projet? Comment est-ce que vous suivez le fait que le porteur de projet, effectivement, envoie les invitations, les avant-premières, etc. Enfin, remplit sa partie du contrat, si j'ose dire. Alors pour nous, notre business model, alors encore une fois, nous à l'origine, on a un label participatif, donc on était basé sur les artistes. Donc notre business model. Alors oui, la grosse différence avec tous les autres, on a tous le même business model, je crois. Après, ils rentreront peut-être dans les détails. C'est un business d'intermédiation, c'est-à-dire on prend un pourcentage de ce que la jauge lève. Voilà, et qui est à peu près le même. Nous, on est un peu plus cher qu'eux, je crois. Mais parce qu'on est meilleur. Et non, on prend un pourcentage de ce que la jauge lève. Après, nous, on a une autre facette de notre business model qui est qu'on crée de l'actif, parce que les artistes qui ont été financés, une partie des artistes qui sont financés, qui ont été financés, qui seront financés sur la plateforme, sont des artistes que notre label développe. Donc nous, on gagne de l'argent sur les ventes de disques de Grégoire, on gagne de l'argent sur les ventes de disques d'Irma, etc., etc. Et maintenant, on va gagner de l'argent sur les ventes des produits sur lesquels on propose du retour financier en général. Donc on gagne de l'argent sur plein d'aspects, et notamment la partie crowdfunding. Donc aujourd'hui, notre chiffre d'affaires en 2012, c'est 11 millions d'euros. Et en gros, ça reste quand même à 70% de l'exploitation d'artistes. La partie plateforme est quand même minoritaire là-dedans. Voilà. Pour répondre, moi, pour nous, je ne sais pas si on est meilleur que les copains, mais c'est une boutade. Je veux pas... Je rebondis. Et voilà, je pense que nous, on fait que du film, on pense le faire bien. C'est pour ça qu'on reste que sur le film et qu'on ne veut pas se diversifier pour être capable d'apporter des services qui concernent vraiment les porteurs de projets sur des films. Donc c'est pour ça qu'on est plateforme de diffusion, puisqu'on propose dans notre rémunération, qui pour le coup chez nous est de 10%, tout compris, frais bancaires compris. Mais on propose des services effectivement complémentaires qui permettent aux porteurs de projets de diffuser leur film une fois qu'il est terminé, en HD, sans publicité, voilà, de façon très formelle. Après, sur la partie des contreparties, nous, on raisonne comme un hébergeur quelque part. C'est bien clairement, et c'est clairement expliqué, c'est chaque porteur de projet qui est responsable de sa campagne et qui est responsable de ses contreparties. Donc c'est lui qui s'engage sur ses contreparties, c'est lui qui s'engage à les fournir à sa communauté. La plateforme n'intervient pas là-dessus. C'est pour ça que nous, effectivement, en 2011, on a arrêté les retours financiers. Parce qu'au départ, on marchait effectivement un peu comme iMajor sur un retour financier qui était la cerise sur le gâteau, en plus des contreparties, dans l'idée de se dire, effectivement, si demain, par hasard, on avait le film le prochain Intouchable, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas rétribuer les internautes? Il se trouve que c'était un petit peu contre-productif, en tout cas à trouver, surtout que nous, on a eu des sites qui sont sortis sur le film, qui se sont positionnés clairement sur le retour financier, mais que là-dessus, en disant venez miser sur le cinéma, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc ça nous a apporté toute une population d'internautes qui venaient pour ça. Donc ce qui n'était pas du tout notre cible et ce qui a brouillé notre message. Donc on a préféré en fait totalement arrêter parce que ça correspondait pas du tout à ce qu'on voulait proposer et aux internautes qui venaient chez nous. Donc on l'a arrêté, et ce qui nous permet aussi d'ouvrir à tout projet, et dans la mesure où on n'est pas là pour les garantir, on leur interdit des retours financiers. Alexandre, une dernière réaction avant la dernière peut-être question. juste en deux mots. Donc sur notre modèle, il est très très simple aussi. Il est 8% de commission sur les sommes collectées sur les projets qui réussissent leur financement. Donc commission TTC, charges transactionnelles comprises. On a une deuxième partie de notre modèle qui est ce qu'on fait avec des marques sur des opérations spécifiques. Mais le modèle vis-à-vis des porteurs de projets, voilà, il est très simple, il n'a jamais changé et il ne changera pas. Il ne changera pas parce que justement il y a eu différents modèles qui ont été présentés. Nous, on mène en ce moment une réflexion en parallèle qui, pour le coup, est clairement sur l'equity. C'est sur une consultation qu'on vient de lancer qui s'appelle Ulule Entreprise. Mais pour le coup, justement, on explique bien sur cette page
que pour être au contact quotidien avec des porteurs de projets, on sait que pour certains porteurs de projets, notamment sur des projets de services web, par exemple, le plateforme web, le reward-based avec des contreparties en nature ne fonctionne pas bien. Et donc on sait qu'on a certains porteurs de projets qui souhaiteraient proposer des prises de participation au capital de leur entreprise. Nous, notre envie et notre conviction, c'est de faciliter le financement de projets via notre plateforme, mais en même temps, on ne souhaite pas mélanger les choses. Donc cette consultation, on l'a fait pour voir sous quelle forme on ferait ce service, peut-être même d'ailleurs sur une autre marque ou un autre site, ou en tout cas sur quelque chose de bien différencié. Mais sur le modèle actuel, il est quand même assez simple à comprendre. J'avais une question donc par rapport au financement globalisé. Est-ce que les internautes qui financent les projets aujourd'hui sont exclusivement des internautes français ou vous-même financez-vous des projets étrangers? Bon, je crois qu'Ulule est très international, enfin très, je ne sais pas ce que ça représente. Nous, ça représente... sur les porteurs de projets, on a des porteurs de projets qui viennent de 47 pays. Donc on a des projets canadiens, anglais, australiens, espagnols, beaucoup de projets italiens de plus en plus. On a une petite antenne à Barcelone. Donc ça c'est pour les porteurs de projets. Et côté soutien, on a des soutiens qui viennent de 154 pays. Donc oui, effectivement, c'est très international. Et puis par ailleurs, oui, moi ça m'est arrivé aussi de participer à des financements de projets sur des plateformes et sur Parce que moi j'ai participé à quelques projets. Donc il y a un projet il n'y a pas longtemps, financé sur Kickstarter, qui s'appelle Rollerboy, qui a fait beaucoup de bruit. C'est un projet sur des handicapés ghanéens qui font du football sur des rollers, en fait, des petites planches de rollers. Mais ils ont eu la chance parce que en fait, tous les médias en ont parlé. Et le projet, en même pas 2 jours, il avait besoin, un projet sud-africain, il avait besoin de 35 000 $. Ils ont trouvé le financement tout de suite grâce à des footballeurs ghanéens, Michael Essien, Solé Muntari, qui ont entendu parler du projet et qui ont participé. Même le Huffington Post en a parlé. Ouais, on a eu des exemples comme ça aussi de projets sur Ulule qui ont eu des super couvertures médiatiques. Je pense à un projet qui a fait le site, Le Figaro, Le Monde, El País, le Huffington Post, Vanity Fair, Glamour. Donc ça arrive effectivement que des projets réussissent à bien émerger, puisque le site existe en 6 langues, ce qui veut dire que les descriptifs des projets peuvent être aussi faits en 6 langues. Dans l'interface, vous pouvez traduire votre projet et du coup ensuite envoyer le lien à des journalistes, faire un petit peu de RP. Et Tuscoprod, My Major, vous... Oui, international, puisqu'on est français-anglais, mais effectivement, comme le disait Alexandre, on peut remplir le contenu dans toutes les langues qu'on veut. Donc, à partir du moment où l'interface est en anglais, globalement, je pense qu'on peut travailler avec le monde entier. Alors, je ne sais pas les statistiques sur le nombre de pays. Je sais que on est extrêmement très francophone. On travaille beaucoup, bien sûr, en Europe et beaucoup avec le Canada, parce qu'on a un bureau au Canada depuis 2 ans. Mais bien sûr que de toute façon, une plateforme de crowdfunding, elle a forcément une vision internationale, parce que la clé d'une plateforme, c'est le nombre de projets. Puisqu'une plateforme, elle se rémunère en prenant 10%. Donc, il faut beaucoup de souscriptions pour que ces 10% puissent permettre de vivre. Donc évidemment qu'il faut être le plus large possible et qu'aujourd'hui de toute façon même les porteurs de projets ne s'arrêtent pas aux frontières et peuvent avoir des communautés qui dépassent heureusement largement les frontières. Et effectivement on a aussi des cas où on a des porteurs de projets qui vont mettre sur Kickstarter pour toucher des communautés américaines et chez nous pour toucher des communautés européennes. Charge à nous de monter aussi et d'être capable on a tous un rayonnement de fait international, puisque sur Internet il n'y a pas de frontières, mais c'est une donnée importante bien sûr. Ouais, disons que c'est vraiment la qualité intrinsèque du projet qui détermine sa portée. Et puis globalement, il y a des projets, nous quand on fait le projet de sport électronique, il est de fait international parce que ces communautés-là sont internationales. Donc c'est vraiment le projet lui-même. Après, faut pas se mentir, 90% des projets portés par des Français qui sont des projets régionaux, ils n'ont pas vocation à toucher les Espagnols, ou assez peu, quoi. Donc c'est vraiment le projet lui-même qui a un rayonnement. Et puis justement, une dimension locale qui est très très forte aussi. Nous, un des beaux projets qui a été financé sur Ulule, c'est la rénovation d'un cinéma
dans la ville de Jacksonville en Floride. Donc c'est une petite ville, cinéma de quartier, et donc ils avaient besoin de $100,000. Là, c'était en dollars. Et pour 15 €, ils étaient invités à la première. Pour 50 €, ils avaient été invités à la première. Ils avaient 3 places de cinéma. Et pour $500, ils avaient cinéma popcorn à vie. Et donc là, typiquement, c'est un projet qui a fonctionné complètement sur le local, sur le neighborhood à l'américaine. Et donc c'est très important aussi, c'est-à-dire que il y a cette élasticité du crowdfunding qui est assez exceptionnelle, qui permet justement de toucher des projets très localement. On a donc fait aussi une plateforme avec la région Auvergne, uniquement avec des projets auvergnats, et à l'international quand ça a du sens par rapport au projet. Alors une toute dernière question. J'ai vu que Madame avait une question et après on va finir. Alors c'est une question pour Touscoprod, à savoir est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une plateforme de diffusion et que la diffusion, quand un projet est réalisé, permet d'engendrer des aides supplémentaires, et je pense en particulier au web accordé par le CNC comme le web COSIP. Oui, absolument. On est reconnu, nous, plateforme de diffusion VOD par le CNC. Il nous a même donné de l'argent pour nous aider à la développer. Donc aujourd'hui, effectivement, un producteur qui a son compte de soutien au COSIP, s'il est financé par Touscoprod, ça lui donne accès via le web COSIP au COSIP. Oui, bien sûr. Et dernière question, est-ce que le fait d'être subventionné d'obtenir le web COSIP n'est pas antinomique avec le fait d'être un producteur qui est intégré à une des chaînes de diffusion de YouTube? Parce que YouTube a fait un appel d'offres il y a peu de temps pour créer des chaînes. Et on peut être financé via vous, indirectement en étant producteur, et être intégré à une de ces chaînes. C'est pas antinomique avec l'avance sur recette de YouTube? Non, ça n'a rien à voir, parce que un producteur qui a été retenu par, il n'y en a pas beaucoup, les quelques producteurs qui ont été retenus par YouTube pour pouvoir diffuser leur chaîne. Voilà, YouTube n'intervient pas du tout dans la production, juste leur permet thématise en fait, éditorialise leur chaîne sur YouTube. Donc non, ça rentre pas en jeu. Le WebCOSIP dit simplement qu'un projet qui est financé à 25% par un diffuseur permet d'accéder au COSIP, à la condition que son producteur ait un compte de soutien automatique au COSIP. Merci. Merci. Merci à tous nos intervenants. Si vous avez encore quelques questions, je pense qu'ils sont encore là pour 5-10 minutes, donc essayez de les attraper. Merci beaucoup. Enfin, c'était très instructif. Et on vous laisse... Merci. On vous laisse rejoindre la dernière conférence de la journée qui aura lieu juste en bas. Merci à vous. Au revoir.